Hello hello et bienvenue sur la chaîne de Sotricot. Moi c'est Sofiana et je t'accueille dans un nouveau journal créatif. Est-ce que tu es capable de faire l'introduction de ces journaux créatifs de tête? Parce que j'essaye d'en faire des différentes, hein, mais c'est toujours la même qui revient. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que tu viens de débarquer sur cette chaîne, et dans ce cas, bienvenue à toi. Tu vas découvrir du coup dans cette vidéo ce que je fais de mes 10 doigts en loisirs créatifs. Alors je pratique le tricot, le crochet, la couture et la broderie, et j'enseigne ces 4 loisirs dans ma petite entreprise qui s'appelle Sotricot. Dans le journal créatif, je te montre ce que je fais de personnel, mais aussi je t'explique un petit peu ce que je fais en professionnel. Dans cet épisode, je vais te parler exclusivement de tricot. Fait assez rare, mais qui en plaira peut-être à certains qui me regardent exclusivement pour ce loisir-là. Donc on va pouvoir commencer tout de suite cet épisode. Aujourd'hui, pas de fait main, il fait toujours quand même relativement chaud. La garde-robe s'amenuise de jour en jour pour moi, donc on est vendredi, ce soir je sors avec des amis, j'avais un petit cours ce matin, donc j'ai fait une fringue assez cool qui vient du prêt-à-porter mais de seconde main. Donc on est sur une robe un petit peu t-shirt assez ample, et puis bah on va filmer un peu chill aujourd'hui si tu le veux bien. Donc rien de fait main à te présenter, mais plusieurs projets tricot. Donc je vais te parler des tricots que j'ai en cours, de tricots terminés que tu n'as pas encore vus. Encore une fois, je sais que tu adores les surprises. Et je vais te présenter les projets à venir, parce que pour te faire un épisode avec une taille quand même raisonnable, et parce que j'aime bien avoir ton avis à la fin de chaque épisode. Donc on va partir sur ce programme. Pour commencer, on va partir sur les projets que tu connais déjà. Et je crois qu'il n'y en a qu'un, parce que le deuxième en cours que j'ai, je l'ai commencé après l'épisode. Mais tu as eu quelques petits indices si tu as suivi cette chaîne YouTube. Alors, première en cours que j'ai travaillé un petit peu par intermittence, et qui a vraiment beaucoup avancé, c'est cette grosse bête là, qui est le gilet figure de Audrey Borigo, qui est un patron qui est actuellement en test. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un test tricot, le concept c'est que les créateurs, créatrices qui rédigent les patrons de manière indépendante font leur patron, leur prototype, et ils demandent après à la communauté de tricot de tester ce patron, c'est-à-dire de tricoter une version avec leur fichier test entre guillemets, pour justement avoir une validation de est-ce que le patron est bien rédigé, est-ce qu'il y a des coquilles dedans, est-ce qu'il y a des problèmes de chiffres, donc de compte de mailles, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas très claires, etc. Et ça permet aussi de pouvoir valider le métrage utilisé et le rendu porté sur différentes morphologies, parce que les testeurs font chacun une taille en général, alors que le créateur, on teste qu'une seule, hein. Il va pas tricoter, s'il propose 10 tailles, il va pas tricoter 10 tailles. Donc c'est à ça que sert le test tricot. Et donc les tricoteurs du monde entier peuvent se proposer à titre la plupart du temps bénévole de tricoter le modèle afin de rendre service au créateur et de lui faire un premier retour sur son patron. Donc moi je me suis engagée sur ce test pour Audrey Borigo, qui est Yarnflex, parce que j'ai eu un coup de cœur sur son patron quand elle l'a montré dans son journal à elle. Donc je crois qu'elle appelle pas ça journal créatif, mais peut-être podcast tricot. Donc elle a une chaîne YouTube, elle a montré son ouvrage. J'ai eu un coup de cœur tout de suite sur le motif, et quand elle a demandé des testeurs, je me suis proposée pour pouvoir le faire à Francis, parce que j'aime bien lui faire une pièce dans l'année. Cette année je ne l'avais pas encore fait, il a besoin de gilet parce qu'il en a pas du tout. Et donc je lui ai montré le modèle, il a beaucoup aimé. J'avais comme objectif de me lancer sur une pièce entièrement en jacquard et de faire mes premiers sticks, et cette pièce correspondait à tous ces critères. Donc je te montre un petit peu l'avancée, mais ça va être un peu compliqué, déjà parce que c'est une pièce quand même assez grosse, et en plus parce que je suis à une étape où c'est difficile de te monter quelque chose.
Donc au moins tu peux admirer le motif. Donc le gilet, c'est un gilet entièrement jacquard avec cette jolie grille bicolore. Qui aura une forme un peu bombers, c'est pour ça que là tu vois pas trop parce que je vais t'expliquer pourquoi. Donc là on a une patte de boutonnage qu'il va falloir que je bloque comme tu vois. On a le col sur lequel je suis en train de travailler actuellement, les épaules et ici il viendra des manches mais du coup ça va être un modèle qui se porte quand même assez ample. Donc vraiment style bombers, vous savez les petites vestes un peu à l'américaine comme les joueurs de foot qu'on voit dans les séries, etc. De football américain du coup, hein, pas de foot comme chez nous. Donc voilà pour cette pièce-là. La dernière fois qu'on s'est vu, il ressemblait pas vraiment à ça. J'étais en train de travailler sur le corps, sur l'encolure et les manches. Donc la particularité de ce gilet, c'est qu'il se tricote d'une seule pièce et qu'on vient ensuite couper notre tricot. C'est la technique du stick et ça nous permet de passer d'un pull à un gilet. L'avantage, c'est de pouvoir continuer à faire son jacquard sans interruption et de jamais faire de jacquard sur l'envers de son tricot. Donc c'était la première fois que je faisais des sticks et il y en a quand même pas mal sur cet ouvrage. Il y a un stick pour la patte de boutonnage, il y a des sticks pour les manches que tu peux voir ici, donc là qui sont maintenant découpés pour pouvoir passer le bras à l'intérieur. Et il y avait un stick au niveau de l'encolure. Donc tu peux peut-être apercevoir là, tu vas le voir à l'intérieur. Et donc là on commence à former l'encolure. Donc ça faisait 4 sticks sur la pièce. Donc la dernière fois tu as vu tout ça de rassembler. Et la semaine dernière j'ai fait mes premiers sticks et pour te partager un petit peu cette expérience là, j'en ai profité pour filmer un vlog qui sortira du coup la semaine prochaine. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, si jamais le stick c'est quelque chose qui te fait peur, je t'invite à regarder la vidéo qui sortira la semaine prochaine puisque c'était moi-même ma première expérience, j'en avais jamais fait avant donc je trouvais ça intéressant de pouvoir te filmer le processus, comment je m'en suis sortie, mes ressentis sur la méthode et ce que ça donne avant et après. Donc, spoiler alerte, tout s'est très bien passé. C'est comme chaque première technique, on sait jamais trop où on met les pieds. Mais j'ai fait confiance au patron et tout s'est bien passé. Et c'est assez rigolo de passer de cet énorme tube, comme je te disais la dernière fois, où on sait pas trop où est-ce qu'on est rendu dans le projet, puisqu'on tricote les emmanchures, le col tout en même temps. On a du mal à avoir des repères quand on a l'habitude de tricoter, on sait à peu près combien de temps on met par étape. Là, les repères sont un petit peu floutés, donc c'était rigolo de voir apparaître le gilet finalement après les avoir stickés. Donc, première expérience réussie, que tu verras du coup la semaine prochaine, mais j'ai beaucoup aimé la technique et j'aime beaucoup le rendu final. Maintenant, l'étape où j'ai avancé et où je suis rendue, c'est qu'une fois qu'on a tout coupé, on vient rassembler les épaules. Donc là, il y a un joli détail de côte-torse sur les épaules avec des rangs raccourcis. Et on commence par récupérer les mailles pour faire les pattes de boutonnage, puis ensuite le col avant de faire les manches. C'est pas souvent qu'on voit ça dans ce sens-là, et pourtant c'est la technique qui assurera d'avoir des manches à la bonne taille. Je m'explique, quand on construit un pull ou un gilet, quand on fait le col après coup, quand on n'a pas de col justement, on a tendance à avoir quelque chose de beaucoup plus dégagé que ce qu'on aura comme rendu au final. Donc si on tricote les manches avant de tricoter le col, ce qui risque de se passer, c'est de se fixer sur une longueur de manche en essayant notre gilet ou notre tricot, avoir la manche parfaite idéale, et une fois qu'on va relever les mailles pour faire le col, ça va venir en fait resserrer tout le tricot et donc remonter l'épaule et donc remonter la manche et le poignet de manche. On risque du coup d'avoir des manches qui sont trop longues ou trop courtes en tricotant le col après.
Là, c'est intelligent de l'avoir fait dans l'autre sens, commencer par les pattes de boutonnage et faire le col après pour justement avoir une belle tenue sur le gilet et après se fixer pour pouvoir faire les manches aux bonnes longueurs. Donc voilà pour la petite explication du col. Donc là, le petit défi pour moi, c'était de relever les mailles après le stick. Parce que c'était une première, donc je savais pas trop où ça se fait, comment ça se faisait, etc. Donc là, on a, tu peux voir du coup le stick qui est découpé, qui vient à l'intérieur de mon gilet. Donc il faudra que je fasse une jolie finition à l'intérieur. Et donc j'ai fait les 2 premières pattes de boutonnage. J'ai inversé le sens comparé à ce que propose Audrey. Je lui ai indiqué comme une testeuse digne de ce nom, j'indique toutes les modifications que je fais. J'ai seulement inversé le sens des boutons parce que c'était logique dans le sens où le public tricot est quand même majoritairement féminin. En tout cas, la cible d'Audrey est majoritairement féminine, même si elle a quand même beaucoup de modèles qui sont totalement unisexes à mon goût, notamment celui-là. Hein. Voilà, un gilet totalement jacquard. En termes de mesures, on est sur des mesures qu'on peut adapter pour une carrure masculine parce que on est sur des manches tombantes, donc on peut gérer l'ampleur des épaules, etc. Sauf que du coup, elle a placé les boutons comme pour des boutons féminins. Code qui n'est plus très actuel aujourd'hui. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur les chemisiers, les boutons pour les hommes sont situés à droite alors qu'ils sont à gauche pour les femmes. Donc les boutonnières sont souvent inversées, ce qui est très perturbant quand on est une femme, qu'on prenne une chemise homme ou une chemise femme en général, on se prend pas trop la tête. Par contre, chez les hommes, comme les boutons sont toujours du même sens, quand on les inverse, ça fait bizarre. Historiquement parlant, parce que c'est vraiment que historique, les boutons sont à gauche chez les femmes parce que les femmes se faisaient habiller par leurs servantes. Et donc, c'était plus facile pour les servantes, vu qu'elles étaient en face et en miroir, de mettre les boutons à gauche puisqu'elles se servent de leur main droite. Aujourd'hui, on se fait plus vraiment habiller, hein, quand on a un certain âge en tout cas. Et jusqu'à un certain âge, on ne se fait pas habiller. Donc c'est plus logique d'avoir des boutons à droite, puisque pour beaucoup, on est droitier. Et donc on vient insérer les boutons de droite vers la gauche. Donc là, j'ai inversé la patte de boutonnage pour que Francis ait les boutons à droite. C'est très souvent que pour mes boutons aussi, je les inverse à droite, puisque le sens, c'est quand même... ça reste historique et c'est plus vraiment très pratique aujourd'hui. Donc j'ai inversé ça, donc du coup les trous des boutonnières sont dans l'inverse que ce que propose Audrey. Ça reste un petit détail, à vous de voir ce qui est le plus confortable, à droite ou à gauche concrètement. Quand on suit les instructions, ça revient exactement au même, il faut juste se replacer comme il faut. Et hier soir... Parce que du coup, j'avais le petit défi, je savais que j'enregistre tous les vendredis, donc en général, j'essaye d'avancer pour le vendredi et de pas avoir un tricot où j'ai une aiguille en plein milieu d'un rang, ou, pour pouvoir te le montrer comme il faut. Donc là, j'ai relevé les mailles du col, donc on fait d'abord les pattes de boutonnage, et ensuite, on vient relever les mailles du col pour, du coup, finir toute l'encolure. Donc j'en suis rendue à ce niveau-là et il me reste à faire du coup la boutonnière du même côté parce qu'il y a un bouton en plus sur le col. Donc là on est sur des côtes-torse au kilomètre. J'avoue que c'est pas forcément ma passion parce qu'en plus du coup il y a des côtes-torse à faire aussi sur l'envers, donc les mailles envers sont torse si on veut respecter le motif et que on tricote avec des aiguilles plus petites évidemment pour les côtes, mais j'ai un fil qui est du coup juste ici. Le fil c'est la Pearl Grint, je sais toujours pas le présenter, de Sadness Garn, donc c'est un fil qui est 100% laine. Donc un fil qui est un petit peu élastique, mais que là on tricote quand même relativement dense. Donc pour les côtes torse, ça me demande un petit peu plus d'effort au niveau des poignets. Donc bon, là je suis contente d'arriver à cette étape-là et de bientôt l'avoir terminée. Parce qu'en plus, j'aurai un gilet qui ressemble vraiment à quelque chose et j'aurai plus que les 2 manches à faire.
plus que, mais en même temps, le jacquard, en tout cas ce jacquard-là, est hyper agréable à faire et il est très... c'est la partie un peu fun, je trouve, de ce modèle. Donc reprendre les manches et refaire le jacquard, ça me paraît quand même plutôt plaisant, à contrario des côtes torse, où il y en a quand même pas mal à faire, mais bon, ça se fait quand même bien, hein. Et j'arriverai à la fin de ce gilet. Donc moi qui pensais être quand même en retard, finalement, je trouve que je suis quand même relativement large. Alors pas falloir que je faiblisse quand même pour finir les 2 manches du gilet. La date de fin du test est au 10 octobre ou au 11 octobre, il me semble. Donc ça me laisse un tout petit peu moins d'1 mois pour pouvoir finir le gilet. Je pense que je suis quand même plutôt bien. Le col là, il est quasiment terminé. Je dois avoir 4-5 rangs à faire et après j'attaque sur les manches. Donc ça se présente bien. Par contre, j'ai un nombre incalculable de finitions à faire parce que y a quand même pas mal de fils à rentrer. Voilà, on les voit là, entre tous les fils où on relève les mailles, etc. Les fils des sticks qu'on a coupés, les rabats. J'ai quand même les fils à rentrer de mon jacquard. Donc il y a quand même quelques petites finitions à faire après avoir terminé le gilet. Mais voilà. Je sais pas encore si je me lance dans la couture de ruban à l'intérieur du gilet pour cacher les sticks. Je verrai en fonction de l'énergie du moment et de la date à laquelle je termine ces manches pour voir si ça va être trop juste ou pas. Rien ne m'empêche dans tous les cas de prendre les photos terminées et de faire les rubans un petit peu plus tard. Mais voilà, je suis super contente de ce projet-là. Ça se fait bien. Alors je l'avais laissé en pause pendant un petit moment parce que... canicule, encore une fois. Et là, tu vois quand même, c'est un sacré morceau en déca qui tient quand même super chaud et c'était pas possible. Et en plus, il a fallu que j'attende de finir de le bloquer parce qu'avant de faire les sticks, on bloque l'ouvrage. Donc là, tu vois un jacquard qui est quand même bloqué. Enfin, le rebloquer quand même, mais ça te permet de voir le rendu une fois terminé. Donc voilà, il a été en pause un petit moment et je l'ai repris là quand j'ai eu la motivation de relever les mailles et de comprendre comment ça marche. Et puis je voulais absolument avoir le temps de filmer la vidéo pour les sticks, donc d'avoir une journée quand même qui soit dédiée. Donc ça a traîné un petit peu, mais maintenant qu'il est reparti sur mes aiguilles, on est pas mal. Et du coup j'en profite pour te parler des aiguilles en question, parce que je t'en ai parlé la fois dernière. Donc c'est pas les mêmes aiguilles. Là les aiguilles que j'utilise, alors mes aiguilles c'est des aiguilles interchangeables, celles-ci elles sont super vieilles, je pense que ça doit être dans les premières que j'ai achetées et clairement ça se voit. Je pense qu'il va falloir que je rachète des aiguilles. Donc elles sont complètement je sais pas si t'arrives à voir, mais tu vois qu'elles sont l'après de l'aiguille. Il s'en va totalement, donc normalement elles sont argentées. Là tu vois toute la pointe dorée, carrément. Je sais pas si c'est oxydé ou si c'est à force des chocs qu'on voit ce qu'il y a en dessous. J'en ai aucune idée, mais elles commencent à être bien abîmées. C'est des Knit Pro Nova, donc c'est la qualité, je pense, basique, on va dire, de chez Knit Pro en métal interchangeable. Ils en ont d'autres maintenant, des nouvelles gammes qu'il faudrait que je teste. En tout cas, moi ces aiguilles-là m'ont toujours satisfaite. C'est des aiguilles plutôt classiques, assez bon marché et qui font le job. Par contre, chez Knit Pro, ce qui est un petit peu moins bien, en tout cas avant, c'était les câbles. Les câbles de chez Knit Pro, il faut savoir que les aiguilles de chez Knit Pro, je les ai depuis que j'ai commencé à tricoter, à savoir 2015. Donc elles ont presque 10 ans, donc les câbles ont 10 ans aussi et ils ont fatigué hein, au vu du rythme de tricot, etc. Le souci que j'ai, c'est que la partie qui se visse, donc la partie qui se visse, en fait, le câble vient s'enlever de la partie qui se visse et c'est impossible à remettre après, même à recoller, ce qui fait qu'on perd toutes ces mailles
et c'est très frustrant. Donc j'ai plusieurs câbles qui ont cassé comme ça dernièrement, et donc j'avais envie de racheter des câbles parce que je vais continuer à utiliser mes aiguilles Nitpro, je les aime toujours beaucoup, donc il n'y a pas de raison. Mais j'ai été voir les nouveautés de ce que je proposais justement Nitpro, et j'ai acheté ce câble là, donc le câble bleu. J'ai la pochette pour que tu puisses voir, mais il faut que j'aille la chercher. Hop là. Le câble en question, c'est cette chose là. Donc bon, tout est en anglais, je vais traduire. Donc on est sur les câbles turquoise chez eux pour aiguilles interchangeables. Ici je les ai pris en taille 80 cm. La taille des câbles c'est aiguille comprise chez Nitpro. Donc c'est le standard, on va dire, qu'on utilise en tricot si on veut faire des gros ouvrages, qu'on veut faire du magic loop, etc. Moi c'est la taille que j'utilise le plus souvent. Et la collection, c'est The Mindful Collection. Donc c'est leurs dernières aiguilles, qui sont des aiguilles en métal. Et du coup, c'est leur tout nouveau câble. Et je les avais achetés en même temps que ma commande Lily Come To, donc quand j'ai acheté la laine. Parce que je commençais vraiment à plus avoir de câbles. Mais des encours qui se multiplient, donc ça commence à être problématique. Et j'avais envie de tester cela. Donc je les ai achetés et il s'avère qu'ils me plaisent beaucoup. Alors j'ai pris la version classique, je voulais la version qui tourne, c'est-à-dire que le câble tourne autour de l'aiguille, donc ça permet d'avoir des aiguilles qui ne sont pas fixes mais qui vont venir s'adapter au tricot. Elle en avait plus en boutique, donc j'ai acheté les classiques et ils sont vraiment sympas. En tout cas pour l'instant, l'aspect me plaît beaucoup, c'est-à-dire que les câbles sont quand même assez rigides, donc le tricot se tient bien. Ça revient pas sur eux-mêmes. C'est pas des câbles non plus qui sont hyper souples, donc qui vont venir plier quand on fait des manipulations, parce que moi j'ai le souci sur les aiguilles IAIA, j'ai carrément des angles sur mes câbles à force de faire du magic loop pour les chaussettes, etc. C'est pas très agréable et moi je fais beaucoup de magic loop. Donc pour l'instant je suis satisfaite de ces câbles là. Donc si jamais tu as des aiguilles Nitpro comme moi qui datent d'il y a quelques années, mais que tu as envie peut-être d'upgrader ton set d'aiguilles sans pour autant les abandonner, peut-être que d'aller refaire un tour sur la boutique. Ils ont fait pas mal de changements ces derniers temps et ça peut être pratique. Donc voilà pour les câbles et voilà pour le figure test, donc que je continue tranquillement, qui a bien avancé et que tu reverras la semaine prochaine dans la vidéo dédiée au stick. Donc quand j'ai mis au blocage cet ouvrage, je me suis retrouvée avec un vide sur les aiguilles parce que j'étais tellement concentrée sur ce test-là pour être sûre d'être dans les temps que j'étais presque monoprojet après avoir fini les derniers ouvrages que j'ai faits. Donc je me suis lancée sur d'autres projets, tu te doutes bien. J'allais pas attendre comme ça, surtout en pleine canicule où du coup tu es quand même obligé de rester chez toi parce qu'il fait beaucoup trop chaud et en plus de rester dans le noir, donc il faut une activité, on est bien d'accord. J'ai monté deux autres projets. Le premier, je te le montre du coup. Encore une fois, Yveline, tu peux passer cette étape de la vidéo et aller beaucoup plus loin, ou alors t'arrêter maintenant, c'est bien aussi, on se voit déjà bien souvent. Donc, si tu as des questions sur mes ouvrages, il suffira de me les poser en vrai. Donc le projet que j'ai lancé, c'est un châle qui est donc pour Yveline, si tu ne l'avais pas deviné, qui est ma belle-mère, donc que je compte lui offrir à Noël. La laine que j'utilise, c'est celle-ci. Donc en cake, ça donne ça. Et l'étiquette que j'ai gardée parce que j'arrive pas à retenir le nom, c'est ça. Donc c'est la Slurrygate Garn. Donc une base sock 80% superwash merino 20% polyamide avec 425 mètres au 100 grammes. Donc on est sur un fil de fingering chaussette plutôt classique, coloris Pollock.
Et l'idée de cet écheveau solitaire, c'était d'en faire un châle. Et si ça t'intéresse d'avoir une sélection, parce que ce châle en fait partie, la vidéo de la semaine dernière concernait 20 idées de patrons de châles plutôt petit format, donc soit qui passent dans un seul écheveau, comme c'est le cas ici, soit qui sont petits par leur taille, donc style bandana, voilà, que ce soit en fingering ou en déca, mélange mérino mohair, etc. Donc 20 châles différents, et il y a aussi une sélection de patrons gratuits dans cette vidéo, donc ça peut en faire des très beaux cadeaux de Noël si jamais tu y penses actuellement, comme c'est mon cas. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour si tu ne l'as pas vu. Mais du coup, moi j'ai choisi un des patrons de cette sélection que j'ai commencé. Et c'est le Venezia Shawl de Rory Locatelli. Donc c'est un châle qui tient dans un écheveau ou plus, il est totalement ajustable et il a une forme un petit peu d'amande, donc il est quand même assez effilé sur les bords, il vient un petit peu s'élargir et il repart dans l'autre sens, donc on a vraiment un espèce d'ovale ou d'amande. Et il est caractérisé par de la dentelle sur les bordures et des côtes torse sur le centre. Et donc voilà le début de mon ouvrage. Donc là tu peux du coup apprécier un petit peu le coloris. Donc c'est un coloris qui est à speckle, c'est-à-dire que tu vois là, toutes les petites taches, c'est ce qu'on appelle les speckles dans la laine artisanale. Il n'y a pas de traduction française, je suis étonnée qu'on n'ait toujours pas essayé de traduire ce mot. Chez les teinturiers indépendants, ça reste speckles. Alors, est-ce que ce serait éclat la traduction, ce serait éclat, ouais, éclat de teinture. Et donc, le début de mon ouvrage ressemble à ça. Et je pense que ça va être relativement difficile de te le montrer à la caméra parce que le fil est tellement chargé et que bah, t'as rien pour la dentelle derrière, mais on tente le coup. Donc là, tu vois la dentelle qui est sur le côté. Et donc l'insert de côte torse au centre. Je crois que là je me débrouille pas trop mal. Parce que comme d'habitude, la dentelle pas bloquée, ça ressemble pas à quelque chose de foufou au départ. Mais faut pas s'inquiéter, normalement ça se passe bien une fois qu'on lave son tricot. Donc voilà le début de cet ouvrage. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre. Alors le patron est bien rédigé, il n'y a pas de souci, c'est plutôt moi. Parce que, voilà, alors de base, j'ai quand même toujours du mal à me mettre sur un nouveau ouvrage parce qu'il faut lire le patron, se remettre dans des explications différentes, une pédagogie différente. Donc ça me demande un petit peu plus d'effort que de prendre un ouvrage qui est déjà commencé, dans lequel je connais la logique et je suis déjà entraînée. Ici, on est en plus sur un patron où la mise en place est quand même assez importante. C'est-à-dire qu'on commence d'une pointe et on va augmenter jusque le centre, puis diminuer. Donc on a une mise en place à faire. Donc on commence par le bout, on augmente au fur et à mesure, et là on a une dentelle à mettre en place. Et bah forcément, quand on connaît pas la dentelle, il faut un petit peu déchiffrer au départ. Donc elle l'a soit sous format écrite, soit sous format de diagramme. J'avoue que je suis plus à l'aise avec un diagramme pour suivre de la dentelle, donc c'est ce que j'ai fait. Mais il faut quand même compter les rangs, parce que bon, il y a des choses à faire sur l'endroit, sur l'envers aussi, parce que du coup on a du point mousse à garder. Donc il faut réfléchir un petit peu. Et une fois qu'on a mis en place la dentelle, ça devient quand même un peu plus facile. Donc on a la deuxième section. Et ensuite on commence la section 3 où en fait cette fois on termine la dentelle et il va falloir commencer à faire deux panneaux de dentelle, donc un de chaque côté, et insérer les côtes torse. Donc il y a une manipulation à comprendre. Voilà, qui n'a pas été forcément des plus naturelles pour moi. Bon, ça s'explique par la disponibilité de cerveau actuelle. Maintenant, ça y est, je suis dedans. J'ai compris la logique, j'ai compris la mécanique. J'ai fait du coup plusieurs fois le rang de dentelle, donc c'est aussi plus logique pour moi. Je vois où est-ce que je suis rendue dans mon patron. J'ai pas besoin d'avoir toujours un crayon pour noter où est-ce que je suis rendue. Et je me suis fait des petits moyens mémotechniques pour savoir quand est-ce qu'il faut augmenter, pour pas être obligée de lire constamment le patron. Parce que c'est souvent ça qui m'embête, moi, c'est d'avoir
d'être un petit peu bloqué dans le sens où il faut toujours avoir le patron sous le nez et devoir suivre un patron en plus de son tricot, ce qui ralentit un petit peu la cadence. Et c'est vrai que moi le tricot j'aime bien quand c'est quand même... Alors j'aime bien quand c'est technique, mais maîtrisé, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des passages techniques et il y en a d'autres où je suis assez à l'aise pour pouvoir voilà, faire une dentelle tout en continuant à avoir une conversation ou de pas être gênée de devoir poser mon tricot et de continuer à faire à manger par exemple. Donc voilà, donc mise en place un petit peu fastidieuse au début, mais maintenant que j'y suis, je pense que ça va bien se passer. Ah, là tu vois bien. Le petit motif là avec les coloris derrière. Donc voilà, on est sur un bébé châle. Il faut répéter un certain nombre de fois maintenant les répétitions et répéter les répétitions. Voilà. Tu vois ce qui se passe dans ma tête actuellement au moins, c'est pas mal. Donc voilà pour le petit châle de Rory Locatelli que je vais avancer tranquillement. C'est pas une priorité parce que comme je te disais, c'est un cadeau que je vise pour Noël. Mais comme il correspondait à un des thèmes de mon mal, donc le make-along que j'organise sur mon Discord, où le but était de tricoter un petit châle sur la période de l'été, puisque l'été finit le 22 septembre. Donc on a jusqu'au 22 septembre, soit la semaine prochaine, pour pouvoir proposer un projet de châle. Et ben je me suis dit que j'allais le lancer et que ça me faisait un tricot un petit peu plus complexe à mettre de temps en temps quand j'en ai l'envie. Donc voilà pour ça. Et donc les aiguilles, c'est celle-là dont je te parlais la dernière fois. Maintenant que je les ai quand même bien testées, franchement, j'en suis conquise. Donc on est sur les Lantern Moon. Voilà, alors le petit... Tac. Donc tu vois à peu près à quoi ça ressemble avec le câble. Donc des aiguilles en bois, mais en bois d'ébène, qui elles tournent sur le câble. Donc c'est ce que j'essayais de t'expliquer tout à l'heure avec des mots totalement hasardeux. Franchement, vraiment bien. J'en suis vraiment contente. Je pense qu'on est beaucoup à avoir tendance à prendre des aiguilles en métal quand on travaille sur des châles en dentelle. C'est mon cas aussi. Mais là, j'avais envie de tester les aiguilles en bois justement pour voir ce qui se fait aujourd'hui, comment ça évolue, etc. Franchement, aiguille en bois ou aiguille en métal, personnellement, là, la qualité de l'aiguille fait que je vois pas trop la différence. Même si je pense qu'elles accrochent un petit peu plus que des aiguilles en métal, ce qui personnellement m'arrange parce que le châle est très déjaugé. Je tricote en 4,5 de la fingering comme c'est indiqué dans le patron, mais du coup ça glisse quand même pas mal, mais les pointes sont top. J'arrive à faire les manipulations de ma dentelle sans souci avec les aiguilles et pour l'instant le câble me gêne pas non plus pendant que je tricote. Parce que du coup j'ai un grand câble pour un tout petit bébé châle pour l'instant. Donc validé. Validé. C'est des aiguilles qui ont quand même un certain prix, donc je savais pas trop dans quoi j'allais me lancer, mais j'étais très curieuse de découvrir des nouvelles aiguilles en bois, parce que moi j'aime bien tricoter avec du bois, je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais moi je trouve ça super agréable, donc j'avais envie de voir, et puis faut dire que esthétiquement parlant quand même, les aiguilles noires comme ça, c'est pas mal. Et c'est hyper pratique pour voir sa dentelle. Parce que du coup, quand on a les mailles sur l'aiguille, si j'essaie de te le montrer, on voit bien ce qu'on fait. Contrairement aux aiguilles en métal qui brillent un peu ou aux aiguilles en bois qui sont beaucoup plus claires. Alors, je te glisse tout ça sur l'aiguille, mais... Surtout que là, je travaille avec un fil qui est quand même plutôt clair. Pareil, au niveau de la jonction, j'ai pas de problème pour l'instant. Mais tu vois, en fait, l'aiguille... Elle ressort bien, je trouve. Surtout là sur les mailles un peu plus claires, on voit bien ce qu'on fait. Donc avec toutes les jetées de dentelle, etc. C'est plutôt pas mal. Donc validé pour l'instant. Faudrait voir que je tricote plusieurs ouvrages. Mais je pense que je me rachèterai des aiguilles au fur et à mesure. Quand j'aurai des commandes à passer de cette marque-là. Pour avoir des aiguilles en bois. Et pas des aiguilles en métal. Ça change un peu et c'est bien.
fonction du type de fil, c'est plutôt pratique. Donc ça, c'était le deuxième ouvrage sur lequel j'ai travaillé. Comme tu vois, j'ai pas avancé énormément. Mais voilà, il est monté. Maintenant qu'il est automatique, c'est parti. J'ai redessiné la grille de diagramme sur un tout petit bout de feuille à carreaux parce que justement je n'imprime pas mes patrons, donc les avoir sous le nez c'est avoir mon téléphone sous le nez, ce que j'évite de faire quand je tricote, etc. parce qu'on y passe quand même déjà beaucoup de temps. Donc là, j'ai redessiné le petit diagramme et puis maintenant, voilà, il est dans ma trousse en patchwork, il est bien commencé. Je pense que quand je serai assez avancée sur mon gilet figure, c'est celui-là que je reprendrai. Mais du coup, le dernier en cours sur lequel j'ai travaillé, tu vois, 2 projets un petit peu complexes. Il fallait un petit projet qui soit plus sympathique et plus nomade, n'est-ce pas? Donc un projet qui demande un petit peu moins d'attention, mais qui soit quand même fun à travailler. Et donc j'ai lancé un autre projet, ce qui va faire 3 sur les aiguilles. On commence à être pas mal chez Sautricot, je pense que c'est ma limite. Parce que j'ai les autres loisirs en plus à côté. Alors après là vous allez me dire... Oui, mais les chaussettes, ça compte pas. Oui, mais en fait, t'en as pas vraiment sur les aiguilles, etc., etc. On a tous des manières très différentes de voir les choses. Alors, ce que j'ai tricoté, c'est donc des paires de chaussettes, mais des mini. Parce que trop mignon. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus zéro cerveau qu'une paire de chaussettes pour enfants. Là, c'était très compatible. Oh, on n'a plus de lumière d'un coup. C'était très compatible canicule parce qu'on est sur vraiment un mini projet qui ne risque pas de tenir chaud sur les genoux, qui demande pas une attention incroyable et qui est extrêmement satisfaisant parce que hyper rapide à faire et ce qui est encore plus satisfaisant je trouve, c'est de utiliser ses restes. Donc on est beaucoup à faire la guerre un petit peu au reste de fils, qui sont péjorativement appelés des restes, les pauvres. Parce qu'en soi, c'est du fil comme un autre, il a été acheté, il a été teint avec autant d'amour, etc. Mais on appelle ça des restes, je trouve ça un petit peu... voilà, un petit peu ironique, mais moi j'aime bien valoriser le fil jusqu'au bout, et plus on multiplie les projets, plus on a justement des petits bouts de fil comme ça qu'on a en stock et dont on ne sait pas quoi faire, parce que c'est vrai que quand on a fait des gros ouvrages, on n'a pas spécialement envie de se retrouver avec 3-4 projets avec le même fil. Donc là, mon objectif, c'était justement de faire le tri de ces petits, ces restes de pelote, ces restes d'écheveau, et de pouvoir en faire quelque chose. J'avais envie de faire des petites chaussettes. Je pense qu'on est beaucoup, quand il y a des naissances dans nos entourages, etc. C'est un projet qu'on sait qui sera porté quoi qu'il arrive, dont on peut se faire un petit peu plaisir sur les coloris parce que ça reste des chaussettes, et qui utilise très peu de fil et donc aussi très peu de temps. Donc j'ai fait le tri dans tous mes restes, je les ai mis dans un petit sac, mais là j'ai fait une resélection dans ma sélection parce que je tricote un patron qui s'appelle Petit Peton, qui est de tisserand coquet, et c'est un set de 5 paires de chaussettes, donc ça fait presque un semainier, avec du coup des motifs différents. Donc je peux te montrer déjà les 2 premières paires que j'ai tricotées. Donc là il y a une paire avec un motif de maille en vert et de jeté. Voilà, et le pied est relativement simple, donc avec des côtes. Et celle-ci, on est sur une chaussette qui est toute en jersey, mais on a un bord, on a un bord rouloté sur le dessus avec des côtes. Donc ça, c'était la paire A, il me semble, et celle-ci, c'est la paire C. On a aussi une paire avec une grande bande de côtes et du jersey, une en point de riz. Il me semble que c'est ça, et une autre avec un motif de semi-torsade avec des petits jours. Si tu me suis depuis très 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 longtemps, j'ai fait ce set en test
pour une naissance il y a un moment. C'était pour la fille de ma babysitter, donc la mienne, celle qui m'a gardée quand j'étais petite, pas celle que potentiellement je pourrais avoir. Donc j'avais fait ce test-là, j'ai tricoté 2-3 petites paires de chaussettes comme ça, notamment pour mon neveu à sa naissance. Et là j'avais envie d'avoir le mien hein, pour mon bébé à moi. Donc j'ai commencé ça et j'ai fait une sélection du coup de fils dans les tons rose et rouge parce que j'avais plusieurs tons. Voilà, je te montre un petit peu ce que j'ai sélectionné. Donc il me reste éventuellement ces paires là à faire. Donc celle-ci, on est sur, il me semble, la Squirrels Yarn qui est en sport. Celle-ci, c'est Elise de chez Stitches qui l'avait teint. Là, on est sur de la Jawool de chez Lang en rose fluo que j'ai utilisée pour faire ma paire de chaussettes Solive que tu as vu dernièrement. Et ici, c'était un mini que j'avais gagné. Je sais plus dans quel cadre, mais c'est Rachel Seziepa qui me l'avait envoyé. Et celle que j'ai tricotée, donc là tu vois ça me fait un petit assortiment un petit peu voilà, dans les mêmes tons, je trouve c'est joli, voilà ça fait quelque chose de... Bon là je vais me l'offrir à moi-même, mais ça permet d'avoir un petit assortiment. J'ai 2 autres amies qui sont actuellement enceintes, donc peut-être que j'utiliserai les autres restes pour leur faire aussi un petit set de chaussettes. Il devrait arriver pour le début de l'année. Donc celle-ci, le fil, c'était un mini, je crois, du calendrier de l'Avent de mon Chip Shop, donc qui date il y a quelques années, donc rouge avec, je sais pas si tu arrives à voir, mais il a des paillettes, donc de la Stellina. Donc pour Noël, ça sera parfait. Et celui-ci, c'était un reste de The Willis Cane. Par contre, le coloris, ça doit pas être Pink Flamingo, mais je l'oublie tout le temps celui-là. Mais voilà. Donc pour faire des paires de chaussettes, là j'ai fait la 2e taille, donc pas la taille naissance, mais la taille 1-3 mois, je crois. Tu vois qu'il y a des différences déjà hein, entre la première et la 2e. Si je te mets la plus petite devant, tu vois, il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre. J'avais commencé en 2,5, je suis repartie en 2,25 pour correspondre un petit peu mieux à l'échantillon qui était proposé dans le patron. Mais du coup, déjà, rien qu'en changeant de taille d'aiguille, on change forcément de taille de chaussettes. Donc ça peut aussi faire varier assez facilement. Donc voilà, et après en fonction de la longueur, du nombre de rangs qu'on fait, on peut adapter les pointures. Là on est sur du totalement fictif, je ne sais pas ce qui ira au mieux, mais au moins je me dis que si j'ai plusieurs tailles, il y en aura forcément une qui conviendra. Donc voilà, le petit projet qui se fait assez bien. Je recommande le patron, il est très bien expliqué, il a un très grand rang de taille, donc on commence d'une naissance jusque, faudrait que je vérifie, mais en tout cas ça va plus du 2 ans il me semble. Et on m'a soufflé dans l'oreillette qu'il y avait peut-être en préparation des tailles enfants et après des tailles adultes sur le même genre de patron, donc avec des petites déclinaisons de motifs. Donc voilà pour ces chaussettes là, et donc tu vois je prévois d'en faire d'autres. Je mets à peu près on va dire 2 jours à faire une petite paire de chaussettes, donc voilà, en fonction de nombre d'heures qu'on a dans la soirée, dans la journée, on peut faire ça assez rapidement. Donc là voilà, c'était sur une semaine, j'ai fait les 2 petites paires et ça utilise moins de 20 grammes. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut vraiment utiliser de tout petits restes ou alors des mini. Donc si vous avez envie de vous offrir un set de mini pour pouvoir faire des chaussettes, ça peut être aussi sympa parce que du coup les coloris sont assortis. Voilà. Moi j'avoue que les petits assortiments, ça me fait quand même plaisir. Donc là j'ai plusieurs restes que j'ai fouillés, j'essaye d'assortir les gammes de couleurs. Donc voilà pour ça.
facile à tricoter, facile à suivre, ça met en valeur les jolies laines. Donc voilà, quand on a 15-20 grammes de fil avec des coloris parfois qui sont très chamarrés ou comme là avec des paillettes, on ne sait pas trop dans quoi s'en resservir, à moins d'être adepte des châles ou peut-être faire une couverture de reste, etc. Quand on a envie d'avoir des projets un petit peu plus concrets ou peut-être un petit peu plus utiles sans devoir combiner plusieurs restes à la fois, je trouve que les chaussettes bébé, c'est quelque chose de très pratique. Ça marche aussi avec les moufles si jamais. Mais voilà, pour ça, moi je trouve que c'est pas mal. Pas besoin d'avoir de la laine à chaussettes pour pouvoir faire des chaussettes bébé. Hein. Tout ce qui va être nylon, polyamide, etc. C'est plutôt pour augmenter la durabilité des chaussettes dû au frottement et éventuellement pouvoir les passer à la machine. Sur des chaussettes en taille bébé, c'est-à-dire naissance 3 mois jusqu'à ce qu'ils soient debout avec des chaussures, concrètement, faire des chaussettes dans d'autres types de fils, ça marche totalement, donc faut vraiment pas s'embêter avec se dire qu'il faut que de la laine à chaussettes pour faire les chaussettes. Dans ce cadre-là, c'est pas forcément utile. Donc, si jamais tu es en recherche de projets pour rentabiliser, n'hésite pas, que tu aies des enfants ou pas dans ton entourage. Je rappelle, parce que bon, on va arriver sur la fin de l'année et qu'il y a quand même pas mal de démarches qui commencent à pointer un petit peu leur bout de leur nez sur cette période-là, que vous pouvez très bien faire des projets de naissance et après les offrir à des associations. Il y a pas mal d'associations qui vont rechercher justement, que ce soit par exemple pour les mamans en difficulté, pour les enfants qui seraient situés en foyer, qui sont orphelins, pour les foyers un petit peu plus démunis. Il y a plein de manières de valoriser ce genre de petits projets et qui serviront à d'autres personnes, même des personnes que vous connaissez pas, mais qui seront vraiment dans le besoin de ce genre d'ouvrage. Donc faut pas hésiter à vous faire plaisir aussi de ce côté-là, donc de faire ce genre de petits projets, mais après les destiner plutôt à de l'associatif. Ça fonctionne très bien et ce sera très utile, donc voilà pour la petite parenthèse info. Et on a fait le tour de mes encours et de mes projets du coup terminés, semi-terminés si on compte les 2 paires de chaussettes. Et finalement j'ai quand même déjà encore été très bavarde, mais on va se faire plaisir quand même avec les projets à venir. Je sais que tu aimes bien ça et que le forme-ballon ça ne te fait pas peur, donc on va continuer le petit bavardage parce qu'en plus moi je suis lancée. J'avais envie de te présenter, j'ai quoi, 3 projets éventuellement que j'ai envie de réaliser après cela, parce que du coup le gilet va bien avancer, le châle s'il reste plus longtemps c'est pas trop grave, les chaussettes je vais refaire 2-3 paires pour pouvoir justement finir mes restes, mais c'est des petits projets qui sont pas forcément à faire dans l'immédiat, et puis j'ai envie de me faire plaisir à monter d'autres choses. Donc je t'avais parlé de ma commande Drops dans lesquelles j'avais fait des choix de fils pour faire de la layette. Donc là j'ai envie de me mettre à faire les plus grosses pièces, donc faire les gilets, etc. Parce que je me dis qu'il serait peut-être temps et que j'ai envie de les commencer. Donc je te montre les fils. J'avais choisi, alors c'est le même fil, c'est la Flora de chez Drops, qui est un fil en alpaga si je me trompe pas. C'est 65% laine et 35% alpaga. Voilà, donc en fingering à peu près. Donc les coloris, chez Drops on est sur la coloris 25. Ça doit être... Qu'est-ce que c'était comme... Peut-être le camel, mais j'en ai aucune idée sur le site comment ils s'appellent chacun. Donc on se contentera du numéro des coloris si tu le veux bien. Celle-ci c'est coloris 16 qui va être associée à celle-ci qui est le coloris 15. Donc voilà, les 2 verts vont ensemble pour faire une pièce et le marron est tout seul. Donc là j'ai 2 pelotes de celui-ci, celui-là beaucoup plus. Parce que j'ai fait des équivalents de fils pour faire des modèles de chez Fil d'Art.
Donc comme tu vois, on est resté dans une palette très automne. Parce qu'on aime bien avec Francis. Donc on est resté dans des verts, des marrons, bordeaux, etc. Parce que en fait ça va être un bébé d'automne hein, concrètement hein. En novembre on y sera déjà même si beaucoup pensent que c'est l'hiver mais non donc du coup on est resté sur ces palettes là qu'on aime beaucoup. Je suis restée sur la Flora parce que ça correspondait à peu près aux échantillons que recommandaient les patrons à peu de choses près. Je vais adapter mes échantillons à chaque fois en fonction. Il y a de grandes chances que j'ai des restes de fil après coup mais du coup j'avais envie de te montrer les modèles qui viennent de ce catalogue-là, donc le fil d'art printemps-été. Et je vais faire des modèles d'automne. Oui, il suffit de changer le type de fil et les modèles sont totalement adaptables. Et donc j'ai 2 gilets qui me font envie. J'avoue que tout est très mignon, franchement. Là, ça y est, je pense que je suis rentrée dans la phase où on devient un peu mièvre et gaga de oh là là, c'est tout petit, c'est très mignon, etc. À mon plus grand regret. Mais bon, bah, c'est les hormones, on n'y peut rien. Alors, est-ce que tu as une photo du gilet où on le voit bien? Parce que des fois, fil d'art, ils sont pas forts pour ça. Non. Tu as un entreaperçu. Alors j'ai prévu de faire celui-là du coup qui est déjà en marron et que je vais faire en marron aussi. Donc un gilet cache-cœur avec la dentelle sur le bas des manches et le bas du gilet. Et le deuxième c'est celui-là. Donc c'est Francis qui a choisi ce modèle-ci. Pareil, toujours cache-cœur parce que je pense que c'est beaucoup plus pratique. Il est tout en point mousse et du coup il a une bordure un peu contrastante qui est faite en crochet qu'on pourrait totalement faire en I-cord si on voulait. Et celle-ci, ce sera du coup les 2 verts avec le vert foncé qui viendra en accent. Et c'est pour ça que je pense qu'il m'en restera beaucoup puisque du coup on achète une pelote pour juste faire l'accent. Donc il y a des chances que je fasse un petit ensemble, peut-être faire un bonnet ou... je pense un bonnet, ça serait pas mal parce qu'il y a celui-là du catalogue justement qui est en couverture qui est vraiment super mignon, qui me plaît beaucoup. Donc si j'ai assez et que l'échantillon correspond, je pense que ça sera là-dessus. Donc là on va commencer les modèles layettes. Pour moi et pour mes amis. J'avoue j'aime bien tricoter ça, c'est petit, ça va vite, en même temps ça peut permettre d'apprendre quelques petites techniques, de tester des nouveaux fils, des nouvelles aiguilles comme je fais là, et de pouvoir se faire plaisir sans avoir de choses hyper conséquentes. Ça permet aussi la satisfaction quand même. Parce que comme on se voit avancer et que c'est fini assez rapidement, bah voilà, on a quand même le ravissement à chaque fois de se dire oh il est fini et oh je vais pouvoir le mettre sur la petite étagère, ça va faire des petites tenues trop mignonnes, on adore. Donc voilà les projets qui vont venir là. J'ai jamais testé la Flora de chez Drops donc ce sera une première pour moi. Je t'en ferai un retour évidemment dans le journal. Et la deuxième chose que... Enfin deuxième, là il y a déjà 2 projets tu me diras. Je sais pas, dans ma tête c'est la même... c'est la même chose, c'est genre projet layette d'un côté et le reste. J'ai très envie de faire du crochet en ce moment mais je ne me suis pas... Je regarde les modèles comme ça, je feuillette mes livres, j'arrive pas à me décider sur quel modèle faire parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisent et je ne sais pas quel doudou choisir. Grand dilemme, n'est-ce pas? Quelle forme, etc. Est-ce qu'on fait un ensemble? Est-ce qu'on part sur quelque chose totalement au pif? Donc j'ai ressorti mes livres. Voilà. Que je te présente en même temps parce que ça peut te donner des idées si sait-on jamais. Pareil, si t'as envie de faire des cadeaux de Noël, je sais c'est tôt hein, mais je prévois un petit peu parce que bah, le fait main ça prend du temps. En plus de ça, il y aura une naissance quand même entre temps, donc je ne sais pas du tout la capacité que j'aurai à faire des cadeaux faits main après. Donc j'anticipe un petit peu et j'anticipe aussi les cadeaux de naissance de début d'année. Donc cet ouvrage-là, c'est les petits animaux de Kay. Et celui-là, c'est le volume 2. Donc avec voilà, les petits personnages. J'avoue que j'ai une préférence pour le tome 1 que j'ai seulement en numérique, mais j'ai pas encore crocheté dans le tome 2. Donc ça pourrait être une idée pour les futurs cadeaux.
parce que je pense que mon neveu, cette année, il va plus vouloir des Pokémon. Donc je vais peut-être pas me lancer dans ce genre d'ouvrage. Et autre chose, c'est que du coup je suis en train de regarder pas mal de modèles sur internet parce que j'ai ces fils-là dont je ne savais pas quoi faire. Donc c'est la cheval blanc, ça s'appelle Sweet Extra Douce. Oui, Extra Douce. Voilà, c'est du fil velours 100% polyester. Donc celui-là, alors je sais même pas s'il y a les noms des coloris. Non, je saurais pas dire. Mais du coup, j'ai un bleu glacier comme ça et j'ai un bordeaux qui, étonnamment, a totalement déteint sur son étiquette. Par quel mystère, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai ces deux pelotes là. Donc en fait, c'est des fils que j'avais commandés pour le professionnel parce que je proposais des kits pour réaliser des chouchous avec à un moment. Kit que j'ai arrêté. Mais du coup, il me reste du fil. Je dois avoir 4 pelotes de chaque, je crois. Et je savais pas du tout quoi en faire parce que ça reste du fil qui est très particulier. Je me vois pas du tout faire du vêtement là-dedans. Eux, ils proposent un peignoir pour une peluche. Voilà. Mais c'est très à la mode en ce moment ce genre de fil. On en voit beaucoup en crochet pour pouvoir faire des peluches. Et j'ai envie de me laisser tenter. Parce que j'ai jamais fait de crochet avec ça. Et je me dis que ça peut être sympa. Donc j'ai fait des recherches de patrons. Il semblerait que la vidéo sélection de patrons pour les petits châles t'ait beaucoup plu. Donc je me dis pourquoi pas te faire éventuellement une sélection de patrons pour ce genre de fil spécifiquement. Donc tout ce qui va être fil de peluche qui sont quand même assez larges. J'ai repéré un patron, peut-être que celui-là va finir comme ça. On est très dinosaure avec Francis et... J'en ai vu un, je te mets la photo, qui me fait beaucoup rire et je me dis que là-dedans, ça pourrait être rigolo quand même. Ceux-là, peut-être que je vais rester... voilà. Alors, soit je fais un combo de dinosaures, c'est-à-dire un T-Rex et un Diplodocus par exemple, mais je suis pas sûre que les coloris aillent très bien ensemble. Soit je reste sur du un peu plus classique éventuellement, en faisant un lapin, nounours, j'ai vu quoi? J'ai vu un homard aussi qui pourrait être rigolo. Enfin, il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Le défi aussi, c'était d'utiliser qu'un coloris et pas devoir racheter du fil. Parce qu'il y a plein de modèles super sympas avec plusieurs coloris. Voilà pour ça. Donc, si jamais tu as déjà crocheté ce genre de fil et que tu as des patrons à me proposer ou des recommandations, je les veux bien en commentaire, ça m'aidera pas mal. Et puis, si la vidéo t'intéresse, je m'attelle à faire ça. Donc voilà pour ce qui va venir. Le crochet risque peut-être d'arriver ce week-end parce que franchement il me fait trop rire le dino et que j'ai très envie d'essayer. Tu seras au courant bien vite. Petit mot sur ce qui va arriver ce week-end également, si jamais tu as regardé cette vidéo à sa sortie, à savoir le vendredi soir ou peut-être le samedi matin, il y a un mini-marché de laine qui se passe dans le centre-ville de Nantes, qui sera rue des Trois Croissants, où il y aura Pelote et Bergamote, Le Bruit des Aiguilles, Célène et Maison Corlaine, ainsi qu'une créatrice d'accessoires de tricot. Donc il me semble sac à projet, etc., que je ne connais pas du coup, qui vont exposer, le samedi de 11h à 19h. Je pense que je vais y faire un tour, mais je voulais transmettre l'info au cas où tu ne l'aies pas vu passer et que tu aies envie de te déplacer pour l'occasion. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais envie de te présenter. Il est temps pour moi d'arrêter de bavarder et d'aller monter cette vidéo, te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon tricot comme d'habitude, un bon crochet, couture, loisir créatif. Le plus important, c'est que tu te fasses plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo stick si jamais ça t'intéresse. Sur les réseaux sociaux si tu as envie de discuter un petit peu avec moi et évidemment sur le Discord quasiment au quotidien. Sur ce, on se dit salut, à la prochaine.